Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de plusieurs petites choses aujourd'hui. On va commencer par ce qui me semble être tout à fait symbolique de la déliquescence de la politique traditionnelle. Je veux parler de cette approche qu'ont aujourd'hui un certain nombre de politiciens, et plus particulièrement les gens du gouvernement ainsi qu'Emmanuel Macron. Je veux parler évidemment de cet intérêt qu'ils ont vers les réseaux sociaux, et plus particulièrement essayer de toucher, je dirais, le jeune public. Qu'est-ce qu'on a vu en l'espace de quelques semaines ? Il y a de cela quelques semaines, on a vu Emmanuel Macron jeter un défi aux célèbres youtubeurs McFly et Carlito. McFly et Carlito sont des youtubeurs très connus parmi les jeunes et les moins jeunes, puisque leur moyenne d'âge à eux deux, c'est entre 30 et 35 ans. Mais ils sont devenus très populaires. Ils sont devenus très populaires parce qu'ils ont un concept de divertissement qui est finalement assez loin je dirais, l'instrumentalisation ou l'idéologie qui peut éventuellement s'y intégrer, même si de temps en temps, ils ont joué un petit peu la carte de l'humanitaire et plus particulièrement de la solidarité lors du confinement, où ils ont fait une opération qui leur ont permis de rassembler une somme non négligeable qu'ils ont voulu rétribuer évidemment à une œuvre caritative. Là, c'est Emmanuel Macron qui les a abordés pour leur lancer un défi. Faire une vidéo pour rappeler les gestes barrières, s'ils atteignaient 10 millions, eh bien, ils pouvaient faire une vidéo à l'Élysée. Et ils ont choisi de faire une vidéo, puisque évidemment les 10 millions, ils les ont atteints, qui est le concours d'anecdotes, qui est un jeu relativement célèbre sur leur chaîne. Et donc, ils vont faire un jeu d'anecdotes avec le président de la République. Mais évidemment, dans les réseaux sociaux, ça n'a pas je dirais, c'est pas passé inaperçu. Je dirais même que certains même ont tout de suite fait le rapprochement entre une tentative d'image ou de com ou de récupération. Alors, eux, les deux youtubeurs en question, l'ont très bien dit dans leurs vidéos, c'est-à-dire pour eux, il n'est pas question de faire de la politique ou de faire de la récupération politique, même si, en effet, si Emmanuel Macron fait ça, ce n'est pas totalement innocent. Mais néanmoins, les deux youtubeurs passent outre évidemment l'aspect que cela suscite, et acceptent, parce que pour eux, c'est plus un divertissement, un amusement, même s'ils sont parfaitement conscients que par ce biais, eh bien, ils vont contribuer peut-être à rendre une certaine sympathie de la part de Macron auprès de leur public, auprès de leur jeune public. Et il a été soulevé d'ailleurs que pour cette opération, ils relançaient encore une fois de plus une opération de dons. Et là, les dons, ils les donnaient à une association, sauf qu'on s'est rendu compte sur Internet que l'association était détenue en fait par une société qui était plus ou moins liée au gouvernement, ou tout du moins une personnalité en marche. Enfin bref, tout ça pour dire que encore plus récemment, qu'est-ce qu'on a vu apparaître ? On a vu apparaître BFM sur Twitch. Twitch, c'est ce réseau social qui permet de faire comme YouTube des vidéos, sauf que ce sont des vidéos en live, c'est-à-dire c'est des vidéos en direct. Et donc d'ailleurs, là, celui qui aussi s'est lancé dans l'aventure, c'est ce journaliste dont son nom m'échappe d'ailleurs, enfin je vous le mets là, qui lui aussi s'est mis à faire du Twitch, et très vite, évidemment, il a invité des gens, il a invité Hollande, il a même invité Castex, et évidemment, on lui a posé la question, il dit, mais le problème, c'est que si vous invitez ces gens-là, autant, en tant que journaliste, faire preuve de pluralité, c'est-à-dire aussi inviter Marine Le Pen. Alors évidemment, c'est des gens RN, Rassemblement National, qui l'ont abordé sur cette question, c'est-à-dire que si on fait du journalisme, si on fait des interviews avec des personnalités politiques, autant élargir le champ, c'est-à-dire offrir cette même tribune à toutes les idéologies, quelles qu'elles soient. Même si le journaliste en question s'est bien exprimé qu'il était hors de question de recevoir Marine Le Pen chez lui, parce que, évidemment, il fait les Twitch chez lui. Autre aussi élément non négligeable, c'est qu'on sent bien, avec le porte-parole du gouvernement, M. Attal, qu'il y a une volonté d'approcher la sphère des youtubeurs, la sphère des influenceurs. D'où cette interview qui a été faite à l'Élysée, qui a été faite en direct sur le compte de Twitch de M. Attal, et non pas celui de l'Élysée, donc c'est son compte privé, donc ce qui pose évidemment un problème déjà
je dirais, éthique. Parce que, en réalité, soyons clairs, il fait de la com pour le gouvernement, mais avec son compte personnel Twitch. Ça pose un problème, quand même, non négligeable. Et en plus de ça, évidemment, il s'est entouré alors, de stars de YouTube, ou tout du moins des réseaux sociaux, mais qui sont des gens qui font du divertissement, qui font de l'animation, qui font parfois des vidéos, alors même s'ils abordent de temps en temps un petit peu certains aspects d'actualité, etc. Le problème, c'est qu'ils n'approfondissent pas généralement les choses pour pouvoir poser les bonnes questions, on va dire. Donc on a un spectacle, finalement, on a un show de jeunes qui posent des questions, mais qui oublient de poser des questions de façon précise, qui voient un porte-parole qui, des fois, donne des réponses peu précises, mais qui n'insiste pas, parce que, justement, c'est pas des journalistes, les gamins, c'est pas des polémistes, c'est pas des gens habitués au débat, ou même à faire de l'interview politique, entre guillemets. Donc on voit bien que finalement, c'est comme ce que je vous disais depuis longtemps, c'est qu'il y a une déliquescence aujourd'hui de la politique, tout comme il y a une déliquescence de l'État-nation, donc on va aller chercher l'électorat là où il y en a. C'est-à-dire que maintenant, on sait qu'ils vont chercher l'électorat communautaire, mais maintenant, ils vont aller chercher l'électorat jeune. Et d'ailleurs, ce n'est pas innocent. Si, entre autres, les arguments présentés ou proposés de vouloir faire du vote par correspondance ou de remettre le vote par correspondance en France, qui, je rappelle, a été annulé en 1973 parce que justement on considérait que c'était un procédé qui n'assurait pas de sécurité contre les fraudes, contre les tricheries, on a une proposition, alors je ne sais plus trop si c'est... j'ai un doute tout d'un coup si c'est français ou aux États-Unis. Mais comme généralement, quand aux États-Unis ils font une telle proposition, j'ai bien l'impression qu'en France, on a aussi une fâcheuse tendance un petit peu à suivre l'idée. C'est de redescendre l'âge du vote à 16 ans. Je crois me souvenir que c'est aux États-Unis, c'est pas en France. Mais ceci dit, je suis sûr et certain qu'il y a un député d'Idées en Marche ou je ne sais quoi, qui réfléchit à l'idée éventuellement de peut-être abaisser l'âge du vote pour justement pouvoir aller conquérir plus d'électorat. Mais néanmoins, même à partir de 18 ans, vous avez beaucoup de ces influenceurs, de ces youtubeurs, de ces gens des réseaux sociaux qui ont parmi leurs abonnés, parmi leurs followers, des gens qui ont entre 18 et 25 ans. Donc là, on voit bien qu'il y a une volonté d'essayer d'approcher les jeunes générations qui, aujourd'hui, ne s'intéressent pas vraiment à la télévision, regardent quasiment plus la télévision, ne regardent jamais les débats télévisés ou les débats politiques, etc., ou même les émissions de débat, en règle générale. Donc, ils vont aller chercher cet électorat directement là où ils sont, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Donc, évidemment... si certains se défendent, que ce soit de l'électoralisme, du clientélisme, etc., non, ne prenez pas les gens pour des cons. Quand du jour au lendemain, tout d'un coup, on se décide à s'intéresser, à utiliser non seulement les outils de communication qui sont ceux de la jeunesse aujourd'hui, et peut-être en effet se dire que même si on a critiqué énormément Donald Trump d'abuser au final de Twitter, force est de constater que beaucoup de communicants, d'experts, de spécialistes se sont dit, mais finalement, peut-être que Donald Trump a été avant-gardiste, c'est-à-dire d'être omniprésent sur les réseaux sociaux pour pouvoir justement cultiver un contact, une relation privilégiée avec son électorat. Peut-être qu'en effet, c'est bien la stratégie qui, aujourd'hui, devrait être appliquée. Parce que même si on a, en effet, des politiciens qui sont sur les réseaux sociaux, en général, vous en avez la moitié, c'est pas eux qui font les tweets, ce sont généralement des gens qui s'occupent de ça. Et puis l'autre moitié qui, des fois, font des tweets, mais des tweets, évidemment, pour défendre de l'idéologie, mais sans véritablement se rendre compte qu'ils oublient qu'ils s'adressent à des gens qui sont issus de différents endroits, de différentes cultures, de différentes catégories, de différentes couches sociales. Donc essayer de ratisser l'âge, aujourd'hui, en politique, non. Parce que de toute façon, on sait, ils savent très bien aujourd'hui, les politiciens, qu'ils n'ont plus la confiance, ils n'ont plus la crédibilité de la majeure partie du peuple. Donc ils vont chercher, depuis maintenant de nombreuses années, le vote communautaire, c'est-à-dire le vote, justement, de ces gens qui sont soit
français issus de l'immigration, première, deuxième, troisième génération, mais qui sont encore relativement très ancrés dans les traditions, dans les valeurs de leurs origines, de leurs racines. C'est les jeunes de banlieue, par exemple. On se souvient sur Marseille, on a même eu apparemment un scandale comme quoi il y aurait eu une association qui aurait organisé des bus pour emmener les jeunes de quartier ou les personnes des banlieues aller voter dans les bureaux de vote. Et on s'est rendu compte que c'était des bus qui avaient été financés apparemment avec un lien avec un parti. Je ne me souviens plus si c'est les socialistes ou les En Marche, peu importe, de toute façon c'est la méthode qui est bien symbolique, qu'ils cherchent vraiment à aller chercher des gens pour gonfler le vote et essayer de sauver les meubles au niveau de l'abstention. Parce que force est de constater que de toute façon, le fait est, c'est que sur le nombre aujourd'hui de gens qui sont inscrits sur les listes électorales, si vous avez moins de la moitié des gens qui se déplacent ou qui votent, là on n'est plus dans un processus démocratique. C'est-à-dire que où est les 51 ou 52% de gens qui n'ont pas voté, qui sont inscrits sur les listes? Je ne parle pas des gens qui ne sont pas inscrits, puisque là, évidemment, si on ramène le chiffre sur une proportion réelle de gens en âge et en capacité de voter, qui sont inscrits, pas inscrits, qui vont voter, qui vont pas voter, qui s'abstiennent, qui votent blanc, etc. Là, je peux vous dire que c'est pour ça qu'on avait dit que finalement, si on prend en effet l'ensemble des Français en âge de voter, inscrits ou pas inscrits, etc., finalement, on se rendrait compte que sur la capacité des Français à pouvoir s'exprimer dans une élection présidentielle, en réalité, Emmanuel Macron a été élu avec 16% des voix des Français. Des Français au sens large, c'est-à-dire au sens de tous les Français qui sont en âge et en capacité de faire un devoir citoyen, devoir étant bien évidemment un pléonasme, mais parce que faute, ils n'ont pas été inscrits sur les listes, ou parce que ils ont déménagé, ils ont oublié de faire le changement d'adresse, etc. On a même eu des cas où il y a des gens qui voulaient voter, qui se sont redéplacés dans les circonscriptions où ils avaient été inscrits, mais comme ils ont déménagé entre-temps, mais comme ils voulaient utiliser leur droit de vote, donc ils se sont déplacés là où ils avaient finalement le droit de vote, sauf que, après des recherches, au niveau, je dirais, des listings, ces gens ont vu leur vote finalement refusé. C'est-à-dire qu'au moment où ils se sont pointés sur le bureau de vote, on leur a dit « bah non, désolé, vous ne pouvez pas voter parce que même si vous êtes inscrit sur la liste, vous n'habitez plus dans la circonscription ». Donc, vous voyez, comme quoi, quand ils peuvent, quand ils veulent, ils peuvent. Hein? Donc, c'est toujours le même problème. Hein? Donc voilà, c'est assez amusant qu'on voit bien que à l'aube de la période où les gens vont commencer un petit peu à remuer la queue pour essayer de séduire de l'électorat en vue, évidemment, de l'échéance électorale importante qui va avoir lieu l'année prochaine, oui, on voit bien que ça essaie de rameuter un petit peu ça bouffe un petit peu à tous les râteliers, c'est-à-dire que ça va jusqu'à aller fouiller dans les vieux tiroirs. Hein. On a même là, d'ailleurs, les socialistes et les communistes qui ont fait des alliances avec les écolos pour les régionales. Rendez-vous compte, c'est bien la preuve que les insoumis, les socialistes et les communistes, ils savent qu'ils sont complètement à la ramasse, et que tout seuls, ils pourront jamais, ils feront rien. Et comme les écologistes ont fait quand même des bons résultats lors des municipales, eh bien, ils se sont dit, bon allez, on va faire des alliances avec les écologistes, au moins on sauvera les meubles. Mais en tant que parti politique, en tant qu'entité indépendante, ils admettent, en faisant ça, qu'ils ne veulent plus rien, qu'ils ne représentent plus rien. Et pourtant, parce que oui, c'est le Parti socialiste, le Parti communiste, la France insoumise, etc. Mais en réalité, à l'échelle locale, il y a peut-être certains candidats, comme je pense à Ruffin, qui ont encore la confiance et le crédit de son électorat. Mais il est clair que, par exemple, quelqu'un comme François Ruffin, si demain il avait la possibilité de s'inscrire en tant que candidat indépendant sans être affilié à un parti politique, je suis sûr qu'il le ferait. Mais il ne le fera pas parce qu'il sait que tout est verrouillé, parce qu'il sait que, candidat indépendant, vous ferez rien. On vous mettra des bâtons dans les roues, vous taperez la tête contre des murs, parce que le système est verrouillé, parce que la sphère est verrouillée,
Donc de telle manière à ce que pour rentrer dans la sphère, il faut essayer de créer un parti politique, avoir une certaine crédibilité, avoir une certaine visibilité, etc. Force est de constater que, je vous rappelle quand même que François Asselineau, on en a parlé il y a quelques semaines parce que des gens ont porté plainte finalement contre lui, qu'il a été, il a été interpellé, mis en garde à vue, avant d'être relaxé, et devra se présenter au tribunal, etc. Alors là, évidemment, certains en ont parlé, mais là, maintenant, on n'en parle plus. On ne parle plus d'Asselineau. On ne sait pas ce qu'il en est. On ne sait même pas si, est-ce que le procès, comment ça se passe, alors je ne sais pas, je pense qu'il n'est pas encore passé en procès, mais où est-ce qu'on en est non, surtout, il ne faut pas en parler. François, par exemple. François vient de se faire supprimer sa chaîne YouTube. Ça commence. C'est-à-dire tout ce qui est trublion, tout ce qui dit certaines choses qu'il ne faut pas dire, tout ce qui dérange, va commencer quoi? À être supprimé des réseaux sociaux, sur ordre du gouvernement. Parce que concernant François, on a su que c'était une demande faite par, pas directement par le gouvernement, mais qui a été faite par des autorités auprès de YouTube. Heureusement, ils ont leur propre chaîne et puis ils sont sur Odyssée, mais les prochains, ça va être qui? Ça va être TV Liberté, ça va être Onfray, ça va être qui? Thinkerview, ça va être le Filactu, ça va être Tatiana Ventose, ça va être qui? Ça va être tous ces gens qui font un petit peu de l'actualité pour essayer de décortiquer, donner du factuel. Ça va être quoi? Ça va être Pierre Jovanovic aussi, qui vont supprimer de YouTube. Parce que là, c'est bien parti, on a l'impression. On est en train d'éliminer tout ce qui est contradictoire, tout ce qui est invitation au débat. Il suffit de voir comment Messia a été reçu dans l'émission TP Touche pas mon poste, là, face à Booba. Bon, Messia, c'est un ex du Rassemblement national. C'est quelqu'un qui a des idées souverainistes. Mais évidemment, moi je sais pas, personnellement je trouve que Messia il fait une connerie d'aller dans ce genre d'émission. Évidemment il cherche de la visibilité parce qu'il essaie de voir s'il peut créer son propre mouvement, de façon indépendamment évidemment du Rassemblement national. Mais si Messia est parti du Rassemblement national, il le dit lui-même, il le dit, c'est parce que moi je fais des propositions, mais apparemment on va au sens contraire des propositions qui pourtant sont des propositions qui sont dans la ligne logique du Rassemblement national. Il le dit lui, il dit que quand vous voyez des gens du bureau qui vont à contre-courant de ce que vous proposez, et qui, il y a un moment donné, si vous n'êtes plus en accord, idéologiquement parlant, vous quittez le parti. C'est ce que Messia a fait. Au moins, il a l'honnêteté de ses convictions. Bon, sauf que quand il va dans une émission comme TPMP, et qu'il est en face de lui un rappeur qui, très clairement, a 2 de QI, et que les autres, ça a l'air de les amuser, de voir Booba lui couper la parole et faire en sorte de l'empêcher de parler, etc. J'ai envie de dire à ces gens de cette émission, surtout à M. Castaldi, qui, je rappelle, n'est qu'un présentateur d'émissions de télé-réalité, que c'est tout ce qu'il a fait, et qu'en matière de qualité de travail, je suis désolé, mais il a beau bosser dans la télé depuis 20 ans ou 30 ans, il y a des gens qui ont fait 50 ans dans un métier, moi j'en connais, et qui sont depuis le début jusqu'à la fin, qui étaient des boulets, qui étaient des nuls, qui étaient des mauvais. Donc il y a un moment donné, il faut se regarder dans le miroir. Ces gens qui sont à la télévision, qui se prennent pour des stars, il y a un moment donné, surtout quand on fait des émissions où on aborde des sujets de société, des sujets politiques, et idéologiques, etc., il faut quand même en avoir un petit peu dans la poche, il faut quand même en avoir un petit peu dans les dossiers, avant de tomber dans des clichés ou de dire des conneries. Ou se plier, évidemment, à être le petit soldat idéologique de la bien-pensante. Donc il y a un moment donné où on sent bien que ce qui peut éventuellement être très contradictoire à la pensée unique commence à vouloir prendre les commandes, commence à prendre le pouvoir. Donc, j'en ai déjà parlé avec les États-Unis, j'en ai parlé récemment sur le Texas, et si le gouverneur du Texas fait ça, c'est parce que
En effet, peut-être que lui, c'est un moyen pour lui de se dire qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis des Américains qui commencent à ouvrir les yeux sur l'état réel de leur démocratie, et que c'est peut-être une bonne opportunité d'essayer d'attirer ces gens-là dans mon giron, et de me donner raison, et peut-être de me donner des opportunités politiques à l'avenir. C'est tout à fait possible. Donc, voilà, j'ai envie de dire attention, danger, parce que si on commence à vouloir aller taper la jeunesse, les jeunes générations, qui malheureusement parfois, par des cursus scolaires, par des cursus d'éducation supérieure, etc., sont parfois aussi très manipulés. La preuve, c'est que si on a lancé le scandale des universités, de l'omniprésence de l'islamo-gauchisme, moi je dirais plutôt du gauchisme militant et activiste ultra dans les universités, on en a encore déjà un exemple avec le Grenoble et ces deux professeurs de Sciences Po, là, je veux dire, ça n'a pas l'air d'alerter les gens, de se dire que finalement deux professeurs, quel que soit ce qu'ils ont pu dire, il y a quand même des processus, il y a des gens qui existent pour trancher sur savoir si ces professeurs ont peut-être dépassé les limites ou pas. C'est pas à des associations ou des syndicats de faire de la police morale dans une université. C'est-à-dire que j'ai l'impression, en voyant l'affaire de Grenoble, j'ai l'impression de voir ce qui se passe aux États-Unis avec les universités. C'est-à-dire des fondamentalistes idéologiques qui se sont tellement bien implantés dans les universités qu'ils font peur. Ce sont des terreurs. Ils terrorisent les directions des universités, parce qu'ils savent que ces associations, parce qu'ils savent que ces groupes peuvent très bien demain appliquer la politique du cancel et faire s'effondrer une université, voire même les pousser à la faire faillite. Et ça tombe bien que je vous parle de cancel, parce que c'est le deuxième sujet de la vidéo. Deuxième sujet, ce personnage-là. Vous le connaissez peut-être. Je fais partie de la génération qui, à la télévision, a très souvent vu ce qu'on appelle les Looney Tunes, qui sont des séries de dessins animés, à ne pas confondre avec Tex Avery, même si Tex Avery a été quand même très inspirant pour... alors je crois que je ne me souviens plus de Tex Avery, c'était Chuck Jones, et les Looney Tunes, c'était, je crois, ce monsieur. Et ce monsieur a été très influencé, très motivé par le travail de Chuck Jones. Et donc Looney Tunes, c'est une institution, je dirais, aux États-Unis. Et pour cause, vous connaissez, et même mondialement, on connaît tous Bugs Bunny. On connaît tous de Donald Duck. Pas Donald Duck, mais Daffy Duck, pardon. C'est petite confusion. On se souvient également de Porky, de tous ces personnages, de l'extraterrestre, de même Speedy Gonzales, d'ailleurs, même lui, il a failli passer à la trappe. Et vous aviez parmi tous ces personnages, donc de l'univers des Looney Tunes, Pépé le Putois. Pépé le Putois, c'est un personnage qui a été créé avec une inspiration très française, puisque dans la version originale, il a un accent français. Pourquoi il a un accent français? Parce que c'est un personnage séducteur. Et c'est un séducteur, mais qui évidemment est avec un antagonisme. C'est-à-dire que comme c'est un putois, et donc la réputation du putois, c'est que il y a des moments pour son système de défense, c'est de lâcher un gaz très odorant et très inconfortable. Et donc, l'antagoniste, c'est d'en faire un séducteur, mais un séducteur raté, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas, évidemment, à séduire, mais de se convaincre lui-même d'être un grand séducteur. Et évidemment, ce personnage, à l'époque où il a été créé, il y avait le cliché du français séducteur, séducteur parfois un peu bourrin, un peu pas forcément bourru, dans l'inconscient collectif et dans le cliché qu'on pouvait avoir de cette French lover, on va dire, de cette French seduction. Et en plus de ça, c'est un personnage qui a été, je dirais, inspiré, parce que le personnage original n'était pas un grand séducteur à proprement dit, mais il était plus ou moins inspiré par un célèbre acteur et chanteur français qui était plutôt célèbre dans le cabaret, qui est Maurice Chevalier. Donc Maurice Chevalier, pour les jeunes générations, c'est ce monsieur. Ce monsieur qui est
qui a eu une carrière évidemment très connue en France dans les années 30 et 40, mais qui a eu aussi cette bonne petite gloire quand même aux États-Unis. Et donc il a inspiré un petit peu ce personnage. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, avec la bien-pensance, eh bien ce personnage était parmi tous les autres personnages dans cette dans ce second film. Vous vous souvenez peut-être du premier film, qui date, si ma mémoire est bonne, de 96 ou 97, je ne sais plus, enfin je vous mets l'affiche là, et la date de sa sortie, c'était Space Jam avec Michael Jordan qui était la star évidemment du basket de l'époque. Et ce film combinait à la fois du live, c'est-à-dire de la scène réelle tournée, et sur lequel on a incrémenté des personnages animés. Et bien là, ils ont refait la même chose, non pas avec Michael Jordan, mais avec un autre célèbre basketteur, et on retrouve évidemment l'ensemble des personnages des Looney Tunes. Et parmi ces personnages, il y a Pépé le Putois. Sauf que Pépé le Putois, eh bien pour l'idéologie bien pensante, et je dirais même aujourd'hui, alors je vais reprendre ce terme, je l'ai pas souvent utilisé parce que je le trouve un peu idiot, mais malheureusement il semblerait que c'est bien aujourd'hui la dénomination qu'on donne à ces gens, c'est-à-dire les WOC. WOC, c'est le participe passé de WEC qui est au courant, c'est-à-dire alerte, c'est-à-dire tendance. L'ambition évidemment de ces gens, c'est de réécrire l'histoire à tous les niveaux. C'est d'imposer la bien-pensance. Et ils se sont imposés pour obliger, enfin pas obliger, mais ont exprimé leur désaccord en la présence de Pépé le Putois, parce qu'ils considèrent que Pépé le Putois est le symbole du patriarcat machiste, et pouvant être un personnage incité à la au viol. Ouais, Pépé le Putois incité au viol. Et donc, du coup, Warner a cédé et a supprimé le personnage de Pépé le Putois dans ce film. Avant cela, ils avaient déjà été un petit peu titillés sur le personnage de, alors je crois que c'est Bella, qui est le féminin de Bugs Bunny, qui est une lapine. Et il se trouve que dans le premier film, ils avaient fait une lapine qui était plutôt sexy, c'est-à-dire avec des attributs très féminins. Or là, évidemment, les féministes ont tiré la sonnette d'alarme, ont dit « oui, c'est pas normal, pourquoi faire un personnage aussi féminin ?» Et donc, du coup, encore une fois, Warner a cédé, c'est-à-dire qu'ils ont redessiné le personnage pour lui donner plus un aspect neutre. Et il se trouve qu'un autre personnage était dans la ligne de mire, c'est celui-ci. Vous le connaissez, c'est Speedy Gonzales. Speedy Gonzales, évidemment, c'était un personnage inspiré de la culture hispanique. Déjà, à l'époque, Speedy Gonzales, qui était le personnage, alors je ne sais plus contre qui il était, c'était pas le coyote, mais c'était à peu près l'équivalent hein, de ce qu'on avait déjà avec Bip et le coyote. Sauf que c'est un personnage qui est très populaire, surtout chez les hispaniques. C'est presque un personnage emblématique. Et encore une fois, je dirais, les bien-pensants eh bien, ont voulu sucrer, c'est-à-dire faire passer à la trappe Speedy Gonzales. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient que c'était une mauvaise caricature, un mauvais cliché, une mauvaise représentation de la communauté hispanique. Là, les Mexicains s'y sont mis en disant, mais enfin, avec beaucoup de messages, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux à différents niveaux, etc. En gros, les Mexicains ont fait comprendre à ces woke, mais putain, mais de quoi vous vous mêlez? Nous, Speedy Gonzales, on adore ce personnage. Speedy Gonzales est un personnage qui est emblématique, qui est une légende au Mexique, qui fait partie maintenant de notre culture moderne. Alors, qu'est-ce que vous venez nous emmerder avec votre culture du bien-pensant à vouloir toujours tout reconsidérer et tout réécrire à votre sauce? Ça a commencé à monter un petit peu en température. Donc Warner a dit, ok, non, ils avaient prévu aussi de le supprimer, hein, Speedy Gonzales, mais du coup non. Finalement, ils ont laissé le personnage de Speedy Gonzales. Voilà un exemple, aujourd'hui, jusqu'où ça va aller.
Et quand vous avez aujourd'hui des sociologues, des experts aux États-Unis qui vous parlent qu'aujourd'hui, les woke sont en réalité la nouvelle forme de macartisme américain, force est de constater que oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les woke sont en train d'imposer, sous le prétexte qu'ils sont les défenseurs, les pourvoyeurs de la pensée unique pour défendre les intérêts, l'équité, l'égalité des minorités, des handicapés, des personnes de couleur, qui veulent la déracialisation, qui veulent détruire le patriarcal, la dominance des blancs, du mal. Il y a un moment donné, en fait c'est ça, c'est que ces gens-là, et pourtant, ces gens-là sont une extrême minorité. Ces gens, en proportion, ne représentent rien. Mais en revanche, ce sont des gens qui sont extrêmement bien placés dans les institutions sociales, culturelles, voire économiques, puisque je veux dire, les gens comme Zuckerberg, tous ces gens-là jouent le jeu aussi, hein, parce que, voilà, c'est bien, c'est tendance. Il y a un moment donné où... alors c'est quoi ça va être quoi la prochaine je rappelle, hein, le fameux film « Autant n'emporte le vent » aujourd'hui est quasiment presque banni. Pourquoi? Parce que c'est un film déjà, un, sur les sudistes, et deux, dans lequel il y a de l'esclavagisme. Alors que je rappelle quand même que « Autant n'emporte le vent » est un film qui a été récompensé aux Oscars, multiples Oscars, dont un qui a été le premier Oscar attribué à une femme de couleur, actrice de couleur. Ça, évidemment, on oublie complètement. Ce qu'on retient, c'est uniquement le contexte du film. Eh, mais c'est le contexte de quoi? De la guerre de sécession. C'est un film qui raconte une histoire sur une période du 19e siècle. Encore une fois. Donc vous prenez des histoires de l'histoire, ou incrémentées dans l'histoire, c'est-à-dire des histoires de fiction dans des événements historiques, d'il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, mais vous y appliquez les valeurs, vos valeurs d'aujourd'hui. Ce sont les mêmes qui considèrent que Napoléon est un dictateur. C'est les mêmes qui, demain, vont nous demander de supprimer des registres de la bibliothèque de la Cinémathèque nationale, tous les films où il y a des blancs patriarcales machos. C'est les mêmes qui demain vont scruter tous les films français, ou voire même les films américains, où il y a des insultes racistes. C'est les mêmes qui aujourd'hui on sent bien que ça les démange, de commencer à vouloir décrédibiliser ou discréditer des grands films du cinéma américain, voire même des séries télé américaines, parce qu'ils considèrent qu'elles sont racistes, homophobes, transphobes, etc., qu'il y a des personnages dans ces films-là qui ont été faits il y a 70 ans, 80 ans, qui... Pour vous dire jusqu'où ça va, vous avez aujourd'hui des pétitions qui demandent à ce que le chanteur de jazz, le fameux chanteur de jazz, soit déclassifié, soit mis à la poubelle, en tant que film dans l'histoire du cinéma, comme étant le premier film parlant. Et en effet, ça a été le premier film parlant. Le parlant a été une étape cruciale dans l'histoire du cinéma. Eh ben non, parce qu'à l'époque, c'était pas un acteur noir qui a joué le chanteur de jazz, c'est un acteur blanc maquillé en noir. C'est raciste. Mais le film, il a été fait à l'époque où c'était comme ça. Au lieu de dire, c'est super parce que ça a quand même évolué. Aujourd'hui, la considération des acteurs et actrices noirs est beaucoup plus respectée, beaucoup plus présente et beaucoup plus visible qu'elle ne l'était à l'époque du film de chanteur de jazz. Mais non, c'est pas suffisant. On est en plein 1984 avec ces gens-là. Ces gens sont en train de réécrire l'histoire. Ils sont en train de réécrire l'histoire, ils sont en train de réécrire la culture. Et pourtant, ils ne représentent rien. C'est comme en France. Qui décide ça aujourd'hui en France? C'est les Parisiens. Bon. Allez dire aujourd'hui que
ils ont réussi quand même à étendre leurs idéologies en province, surtout dans les grandes villes, etc. Mais qu'est-ce qu'ils représentent à l'échelle nationale, ces gens-là, idéologiquement parlant? Rien. Et pourtant, on leur a donné un pouvoir. Donc qui leur a donné ce pouvoir? Ce même pouvoir d'ailleurs qui aujourd'hui autorise à dissoudre les identitaires, mais pas les antifas. Ce même pouvoir qui considère de dissoudre tout groupe, toute société qui fait de l'actualité, qui fait de la critique, qui fait du débat, parce que ça dérange, parce que ça aborde des sujets qui remettent parfois en question certaines valeurs, alors surtout en ce moment avec la transgenre, avec cette gamine qu'on nous a montrée à la télévision pour nous faire pleurer dans les chaumières. Là, il y a une psychiatre qui est en train de se faire allumer sur les réseaux sociaux parce qu'elle a eu le malheur de dire que aujourd'hui, sur la totalité des gens qui se prétendent transgenres, il y en a quand même un paquet où c'est pas un problème de sexualité qu'ils ont, c'est un problème psychologique. Mais comme on ouvre les fenêtres, comme on fait sauter les verrous pour justement aider des gens à peut-être mieux comprendre leur malaise et pas vous se permettre de se rendre compte que leur malaise, c'est pas leur problème de sexualité, c'est pas leur problème d'identité sexuelle, c'est un problème qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus intrinsèque à un contexte, une situation, un trouble, une frustration psychologique de l'enfance, etc. Là, rien que ce que je vous dis là, il y en a certains, non, vous êtes en train de faire de la négation du transgenre. Non, c'est pas de la négation, c'est de la logique. C'est exactement comme ce qui se passe aujourd'hui avec la pandémie. C'est-à-dire qu'on fait de la généralité. C'est-à-dire qu'on veut faire rentrer les gens dans des cases, et c'est tout. Et sur le terrain, vous avez des médecins qui disent non, on ne peut pas rentrer les gens dans des cases. Les gens, il faut diagnostiquer. Les pathologies sont différentes, les réactions aux vaccins sont différentes. Il y a des gens sur qui ça va fonctionner peut-être 6 mois, 3 mois. Parce que je rappelle quand même que on n'entend absolument aucun média en train de vous dire faites-vous vacciner, première dose, deuxième dose. Mais il n'y en a pas un qui dit mais attendez. Là, on est dans une période où peut-être en 2022, on verra un petit peu plus clair pour savoir si les vaccins sont vraiment efficaces ou si au contraire, il va falloir se refaire piquer tous les ans. C'est pour ça que je fais la similitude avec la grippe. C'est-à-dire que le Covid sera toujours là. Et d'ailleurs, je trouve irresponsable d'entendre des présentateurs de télé dire aux gens, oui, une fois que la pandémie sera terminée. Non, elle ne sera pas terminée. Le virus, il sera toujours là. La preuve, c'est qu'on a aujourd'hui des variants. Je ne sais plus combien on en a. Donc, le Covid, il sera toujours là. D'ailleurs, le Covid, il est là depuis 2004. Depuis le moment où on l'a trouvé. Du SRAS 2. Sauf que celui-là, manque de bol, il s'est transmis à l'homme. Donc il va falloir apprendre à vivre avec des traitements, avec des vaccins qui pourront protéger peut-être des gens, peut-être pas d'autres gens, exactement comme la grippe finalement. La grippe, il y a des gens qui sont vaccinés chez qui ça marche, il y a des gens qui se font vacciner mais qui à chaque fois tombent malades et donc chopent la grippe, comme il y a des gens qui se font jamais vacciner, qui chopent la grippe une fois, et puis leur système immunitaire fait le boulot, et puis ils sont tranquilles pendant 2-3 ans sans jamais se faire vacciner. Même au-delà, on peut imaginer des gens qui ont une immunité naturelle. Moi, j'ai une immunité naturelle. La grippe, je n'ai jamais chopé la grippe, et pourtant j'ai pratiqué un métier où j'étais en contact très souvent avec du public tous les jours. Donc, voilà, je veux dire, là, c'est le meilleur foyer qui soit pour choper le premier virus qui arrive. Je ne me suis jamais fait vacciner de la grippe depuis 1992. Et je n'ai jamais chopé la grippe. J'ai même eu des collègues qui avaient chopé la grippe. Je ne l'ai pas chopé. J'ai de la chance, j'ai développé une immunité qui m'a protégé des virus de la grippe. Donc, mais c'est pas parce que moi, je me suis pas fait vacciner et que j'ai jamais chopé la grippe que j'en dois en déduire que ne vous faites pas vacciner parce que c'est de la connerie. Non. Parce que j'ai au moins l'intelligence d'admettre que chaque personne est différente. Que c'est pas parce que moi je ne me fais pas vacciner que vous allez arrêter de vous faire vacciner du jour au lendemain, parce que d'abord vous n'êtes pas médecin, et que c'est au médecin de décider et de dire
écoutez, si l'année dernière vous n'êtes pas fait vacciner, l'année d'avant vous n'êtes pas fait vacciner, que vous n'avez pas chopé la grippe, pourquoi vous faire vacciner cette année? Au pire, vous allez choper la grippe. Puis voilà, vous allez prendre un traitement, vous allez battre pendant quelques jours, et puis après, vous allez être tranquille, puisque vous allez adapter votre organisme, vous allez créer votre propre immunité avec cette nouvelle souche grippale. Et bien le Covid, ça va être la même chose. Sauf qu'évidemment, si vous chopez le Covid, tombez malade, n'attendez pas le dernier moment. Faites-vous traiter tout de suite. D'accord? Parce que c'est ça le problème du Covid, c'est que si vous ne vous faites pas traiter rapidement dès que vous avez les premiers symptômes, en effet, ça peut s'aggraver. C'est encore plus vrai si vous avez des pathologies fragiles, surtout si vous êtes fumeur, par exemple, si vous êtes un gros fumeur, si vous avez du diabète, si vous avez des problèmes des problèmes de santé quand même qui peuvent avoir une aggravation avec le Covid. Là encore, vous pouvez vous faire vacciner, ou pas. Ça, c'est pareil, ça dépendra de votre médecin, s'il est intelligent, si c'est un bon médecin. C'est un bon médecin, il va vous dire, bon, vous avez quelques problèmes de santé qui sont des contre-indications pour prendre le vaccin, moi je vous conseille, attendez de voir qu'on y voit un petit peu plus clair. Sauf que ça, apparemment aujourd'hui, non, on n'a pas le droit de le dire. Quand je vois l'intervention de cette députée face à des infirmières ou des services soignants qui ne veulent pas se faire vacciner, je dis, mais là encore, ces gens-là jouent dans l'émotionnel. Rendez-vous compte. Oui, il y a des gens, il y a des milliers de gens aujourd'hui qui sont dans les hôpitaux. Là encore aujourd'hui, on fait encore tout le spectacle, tout le show. On va déplacer des gens parce qu'il y a des saturations d'hôpitaux, on n'arrive plus à gérer, donc c'est la preuve que c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce que ça fait depuis des années que vous avez supprimé des moyens. C'est d'une catastrophe parce que même les moyens que vous avez dit qu'il y a l'année dernière que vous alliez remettre des lits, en fait vous ne les avez pas mis, au contraire vous en avez retiré, encore plus. Donc évidemment, si déjà depuis 20 ans on a une dégradation des services hospitaliers parce qu'on a baissé le budget, parce qu'on a retiré des lits, tous les ans depuis une dizaine d'années, quand il y a des épidémies grippales, ou des petites épidémies d'autres virus, etc., il y a des services d'urgence qui sont saturés. Ils n'ont pas attendu le Covid pour être saturés. Enfin, ça, quand vous expliquez ça, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous dites qu'aujourd'hui les services sont saturés alors que ça fait 10 ans qu'ils sont saturés? Ils sont tellement encore plus saturés parce qu'en effet, peut-être que la Covid met encore plus de gens en difficulté, en peine, sur un point de vue de santé, parce qu'ils ont des pathologies, parce qu'ils ont une comorbidité, du coup, vous n'êtes pas foutu de résoudre des problèmes, vous n'êtes pas foutu de développer, de faire des hôpitaux de campagne, de mettre en place des effectifs, des personnels, de mettre en place des compétences, etc., sur les lieux pour pallier sur du court terme, parce que ce sera du court terme. Et non, vous n'êtes pas capable. Seule solution que vous avez, c'est on va déplacer des gens. On va transférer des gens dans d'autres hôpitaux moins chargés, etc. Je dis, mais on est en France ou dans un pays sous-développé, là? Je pose la question, quand même. On parle d'incompétence, mais là, on n'est plus dans le domaine de l'incompétence. Là, on est dans le domaine du déclin. D'un vrai déclin. Alors si en plus derrière vous rajoutez tous les intérêts du business, tiens d'ailleurs on vient d'apprendre que le 4e vaccin, celui de Johnson & Johnson, vient d'être validé par les services de santé, les autorités de santé françaises. Est-ce un hasard si M. Blachier est également rémunéré, et je dirais même beaucoup plus rémunéré, par Johnson & Johnson que par Gilead? On s'étonnait de voir Blachier depuis quelque temps, un petit peu retourner sa veste, etc. sur les plateaux de télé. Je me suis dit, mais il y a un piège. Le piège, c'est là. Hein. C'est que M. Blachier, il est aussi arrosé par Johnson & Johnson. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, on a BFM qui va faire une émission les héros de la guerre contre la pandémie, Véran, le Blachier, Bachelot, Salomon, alors que c'est eux les responsables aujourd'hui de ce bordel. C'est des responsables incompétents
qu'on va glorifier à la télévision comme étant les héros de la lutte contre la pandémie. Mais c'est quoi ça? C'est de la propagande. Je veux dire, mais si vous allez chercher dans les années 70 des gens du KGB ou des gens du Politburo et vous les amenez aujourd'hui en 2021, mais les mecs, ils vont plier de rire. Ils vont être morts de rire. Non, si on avait su, peut-être que en réalité, on n'aurait rien fait. On aurait ouvert l'URSS au capitalisme. Parce que vu qu'au point où vous en êtes arrivé, d'ailleurs la Chine, voit bien, je rappelle, la Chine est quand même un pays communiste. Et pays communiste ouvert au libre marché. Elle est là la différence. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup aujourd'hui de gens qui voudraient prendre le contrôle, et ça rejoindrait, j'en reparlerai également avec le livre Covid-19, le Great Reset de Schwab, parce que c'est exactement ça. C'est aujourd'hui, vous avez ces mêmes gens, si à la télévision critiquent la Chine, condamnent la Chine concernant les Ouïghours, alors que c'est les mêmes gens qui commencent à vous parler de surveillance, de contrôle, de traçabilité, etc. Et c'est les mecs qui bavent, mais qui bavent littéralement sur ce que les Chinois sont en train de faire. Je trouve ça génial ce que font les Chinois. Mais ça, c'est pas ce qu'ils disent devant les caméras, évidemment. Ils disent le contraire. Ça, il faut savoir une chose, aujourd'hui, dans les gens que vous voyez à la télévision, il y a le discours politiquement correct et il y a la réalité en coulisses. Et très sincèrement, ils n'ont aucune vergogne, ils n'ont aucune honte à jongler entre le jour et la nuit, parfois même devant vous. C'est bien le fait que c'est une élite qui considère que vous êtes des abrutis, vous êtes des moutons, vous ne comprenez de rien, donc c'est eux qui ont la bonne parole, c'est eux qui ont la science, c'est eux l'élite. Donc c'est à eux que vous devez faire confiance, et pas Internet, ou pas les sites complotistes, pas à Professeur Raoul, ni à Perron, ni à ce médecin de Marseille, je me souviens plus de son nom, Fischer. Non, c'est pas Fischer, Fischer c'est le... Enfin bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, si ce n'est qu'à un moment donné, il va falloir un petit peu se réveiller et faire la part des choses. Parce que, donc je reviens, parce que de toute façon c'est lié, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes gens qui sont financés par ces mêmes gens. C'est les woke, avec leur bien-pensance, qui sont en train de réécrire en fait l'histoire, et qui sont en train de réécrire des acquis de la société, même des acquis dans la tradition de nos pays, de nos nations, pour nous faire imposer des nouvelles règles, des nouvelles normes, voire même nous imposer des traditions d'autres pays, d'autres cultures. C'est peut-être parce que notre culture à nous, elle est patriarcale, elle est mauvaise, elle a une histoire dans le passé avec l'esclavagisme, la colonisation. Et évidemment, dès que vous avez un petit peu de science, que vous connaissez un petit peu votre histoire, et que vous savez faire la part des choses, etc., et puis que vous ramenez votre fraise face à ces gens-là, eh bien très rapidement, c'est ce qui se passe sur les plateaux de télé, c'est ce qui se passe dans les débats des plateaux mainstream, c'est ce qui se passe sur Internet, sur les réseaux sociaux, eh bien vous êtes striké, éliminé. Donc, quand on commence comme ça, moi je sais pas, faites référence à l'histoire, pas spécialement à ce qui s'est passé avec le nazisme, mais avec d'autres, avec ce qui s'est passé avec le fascisme mussolinien, ce qui s'est passé même bien avant, dans certains pays où il y a eu des régimes totalitaires, sous couvert parfois même de monarchie, parce que ça facilitait, parce que c'était des régimes féodaux, etc. C'est les mêmes, par exemple, qui vont utiliser, par exemple, contre la Chine, le fait que la Chine a envahi le Tibet, donc Free Tibet, etc., j'en ai déjà parlé. Mais regardez ce qu'était le Tibet avant l'invasion chinoise. Allez voir dans le Tibet les Tibétains, allez leur poser la question, leur dire mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez revenir à l'époque d'avant, c'est-à-dire à l'époque d'un Tibet indépendant, sous l'autorité des moines? Ou est-ce que vous préférez le Tibet sous l'administration chinoise? Mais vous allez voir, ils vont tous vous dire, non, nous maintenant là on est heureux avec les Chinois. Parce qu'on n'est plus des serveurs, on n'est plus des serfs, on n'est plus des esclaves.
Parce que avant, le Tibet, le Free Tibet, c'était un régime féodal. Mais ça, évidemment, c'est pas la télé qu'on vous le dit. C'est pas dans les débats qu'on vous le dit. C'est pas sur les réseaux sociaux, ceux qui vous attaquent là-dessus, qui vont vous le dire. Puis de toute façon, dans les réseaux sociaux, c'est les mêmes. Dès que vous commencez à leur sortir des arguments, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand ils se rendent compte qu'ils ont affaire à quelqu'un qui a un minimum de culture, qui a un minimum d'arguments, là, ça en vient à des insultes. Vous faites insulter de tout, de racistes, de fascistes, etc. Et puis c'est des perroquets, c'est des crânes de Piaf. Il y en a même des fois qui s'amusent à réutiliser des expressions que j'utilise parfois contre eux, ils les réutilisent contre moi. Je dis, tu manques complètement d'inspiration, bonhomme. En fait, tu ne fais que faire du contre-pied. Mais le contre-pied, tu le fais une fois, deux fois, ou la troisième, ça devient ridicule. Si t'as rien d'autre à sortir, ferme ta gueule. Donc, il y a un moment donné, comme on donne de la légitimité et de la visibilité à ces gens-là, parce que c'est des petits soldats de la bien-pensance, des gens comme les patrons de Twitter ou de Facebook, ils font rien. Ça, en revanche, les gens qui amènent du débat, amènent de l'argumentaire, amènent du fait, ces gens-là, on leur coupe le sifflet. Et ils vont sur d'autres réseaux sociaux, où évidemment, dans ces autres réseaux sociaux, leur avantage, c'est de récupérer évidemment un peu tout et n'importe quoi. Vous avez d'ailleurs même je vais parler dans la précédente vidéo du Texas, le gouverneur nous a trouvé encore une super idée, il a fait un décret qui pourrait donner la possibilité à l'État du Texas de faire des procédures judiciaires contre les réseaux sociaux, et plus particulièrement comme Gap, à partir du moment où ces réseaux sociaux laissent filtrer des informations à propos antisémites. Et il a présenté ça avec deux de ses collaborateurs, le drapeau américain, le drapeau du Texan, et le drapeau d'Israël. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc quand je vous disais dans ma précédente vidéo que peut-être le gouverneur du Texas essaye de chercher une solution pour essayer de se valoriser, de se mettre en avant, etc. Voilà, c'est clairement, je rameute aussi l'électorat juif. Évident, logique. Comme ça évite de dire mais le gouverneur du Texas c'est un républicain, c'est un suprémaciste, c'est un antisémite. Non, c'est pas un antisémite, puisqu'il fait des décrets, justement, qui servent l'intérêt de la communauté juive. Donc là, baiser. Donc tout ça pour dire que tous ces gens qui ont aujourd'hui du pouvoir, de l'influence, pour réécrire les choses, changer les traditions, changer la valeur des choses, voire nous demander de prendre le pli d'idéologies, de principes, de valeurs qui ne sont pas les nôtres, par rapport à notre culture, par rapport à notre citoyenneté, par rapport à notre appartenance, à notre identité. Parce que c'est ça aussi, le but c'est de vouloir casser notre fierté d'être français, notre fierté d'avoir une identité, une histoire, etc. C'est ça qu'ils veulent détruire, parce que ça fait partie du processus mondialiste, de casser les particularités, de s'en servir pour créer de la régionalisation, mais de la détruire pour détruire les États-nations. Vous voyez, tout est une question de nuance. La seule chose qu'on peut faire contre ces gens-là, c'est de leur dire d'aller se faire foutre, de leur faire prendre conscience que si eux ils décident ça, demain d'autres gens pourraient décider le contraire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont peut-être commencer à prendre des décisions, à faire des choix, de ne plus suivre ces idéologies, de ne plus suivre ceux qui se prétendent bien pensants. Après, ça demande un minimum de courage, parce que, comme je vous l'ai dit, malheureusement, c'est une extrême minorité d'individus, mais à qui on a laissé des pouvoirs, à qui on a laissé des influences, à qui on a laissé prendre des positions dans la société importantes. De telle manière, est-ce qu'ils ont des outils, qu'ils ont des armes, des outils de pression, tant sur des sociétés que sur même des politiciens, que même sur le gouvernement. Donc là, il y a un moment donné où quand on voit un petit peu l'évolution qu'il y a aux États-Unis, moi je dis les Français, attention, danger. Parce que pour l'instant, c'est que le début.
Ici aux États-Unis, je vous dis, toutes les grandes villes, toutes les grandes métropoles vont le payer, et elles commencent déjà à le payer. De se complaire comme ça, de se laisser aller dans ces idéologies bien pensantes, etc., avec tous ces gens qui, en plus de ça, certains profitent de la situation pour raquer aussi de l'argent, hein, aux frais du contribuable, pour des grands projets, soit culturels, artistiques, etc. Sauf que y a des gens aujourd'hui qui commencent à en avoir un petit peu ras le cul de ce genre de politique et quittent les grandes villes. Et qui vont se réfugier dans des États, qui sont, excusez du peu, mais qui sont plutôt conservateurs. Si aujourd'hui on a de plus en plus de gens qui viennent de Californie, qui viennent de New York en Caroline du Nord, la Caroline du Nord est pourtant un État qui commence un petit peu à se progressiser, on va dire, mais qui reste quand même relativement conservateur, c'est pas pour rien. Et je ne parle même pas de la Floride, parce que là, la Floride, moi personnellement, je ne suis pas très fan de la Floride. Je préfère la Californie, où je trouve que, en effet, les Américains sont un peu plus ouverts, un petit peu plus... La Floride, c'est vieux. Voilà, au bout d'un moment, tu t'emmerdes en Floride. Mais voilà, quand vous avez une population qu'on a aseptisée à la curiosité, à l'ouverture d'esprit, etc., et qui se contente juste d'avoir un boulot, de gagner un salaire, de s'acheter maison, voiture, de regarder au cinéma, de voir les matchs de baseball, de basketball, de football, de faire tous les week-ends un barbecue avec les amis, de s'enfiler des packs de bière. Si vous avez des gens qui ne voient leur vie que par ça, ou comme ça, même les vacances, ils vont dans des endroits très populaires, comme c'est le cas en France, hein, il y a un moment donné où vous n'êtes pas étonné que ces gens-là, aujourd'hui, commencent à se déplacer dans des États où la culture de l'État correspond à leur style de vie. Et qu'ils n'en ont rien à foutre, ils veulent s'éloigner des histoires de racisme, de transgenre, etc. Je veux dire, donc il y a un moment donné où des grandes métropoles comme San Francisco, Los Angeles, New York, ils vont se retrouver un petit peu en slip, parce que même si aujourd'hui des gens très aisés commencent à quitter ces endroits parce que ils se rendent compte quand même que par rapport à ce qu'ils payent, moi je vois à Los Angeles, l'immobilier à Los Angeles, ça commence à se sentir un peu mauvais. Il y a aujourd'hui des baraques qui étaient des baraques qui sont super belles, hein, avec des super vues, etc., sur l'océan, etc. À l'époque, il y a peut-être, 5-6 ans, c'était des baraques qui pouvaient se vendre à entre 10 et 15 millions. Là, on commence à avoir des baraques à 9, 8, 7 millions. Les prix commencent à baisser. Et attention, il y a de la surface, hein, c'est des belles baraques. Hein. Donc ça veut dire que le marché est en train de se tasser aux États-Unis. Hein, alors, évidemment, il y a toujours des grands riches. C'est ce que je dis souvent à ceux qui me disent « Oui, moi j'aimerais bien vivre à Los Angeles ». Je dis « Gagne bien ta vie », parce que Los Angeles, c'est hyper cher comme ville. Si tu gagnes 5 000 ou 6 000 dollars net par mois, tu peux encore t'en sortir. Tu peux avoir une petite maison tranquille, pas une grande maison, etc. Donc, en revanche, si vous êtes millionnaire, là, oui, vous pouvez aller vivre à Los Angeles, hein, même faire construire du côté de Palisade, Malibu, jusqu'à Santa Barbara, etc. Là, il y a encore plein de terrains qui sont disponibles pour construire des trucs. Mais pareil, encore une fois, il y a des changements, surtout depuis qu'il y a les incendies maintenant en Californie. Il y a des endroits où c'était des endroits où il y avait des super baraques de multimilliardaires. Ils sont partis, hein. Ils sont partis, et des fois même ils ont même rasé la baraque pour juste vendre le terrain, hein, parce que la zone est dangereuse. Puis en plus de ça, quand même Los Angeles, San Francisco, c'est quand même le Big One. Hein. Le jour où le Big One va arriver, quand vous voyez les assurances dans ce coin-là, vous avez intérêt à gagner beaucoup d'argent, parce que pensez bien que les assurances,
Si vous faites assurer une maison sur la côte californienne du côté de Los Angeles, vous n'allez certainement pas payer le même prix que si vous achetez une maison dans l'environnement de la ville de Denver ou dans les environs de Las Vegas, dans le Nevada ou en Arizona. Il y a moins de risques, si vous voulez. Donc, tout ça pour revenir au fait que ces fameux woke aux Amériques, ils commencent à nous foutre un petit peu le bordel, mais que ça s'étend en Europe. On commence à le voir, hein, on commence à voir cette culture, cette cancel culture qui commence à arriver, à remettre en question des procédés, des outils, de la culture, du savoir, de l'éducation, de la science, etc. Donc, vous verrez, un jour, il y en a bien à la télévision qui va dire que De Gaulle était raciste, que Vercingétorix était un mâle patriarcal homophobe, et que, je ne sais pas quel autre grand personnage, Zola par exemple, que Zola était un transphobe. Hein, enfin, ils sont bien partis pour ça. Hein. Et du fait, c'est de la cancel culture, c'est-à-dire que supprimer les œuvres. Hein, supprimer les œuvres de ces grands auteurs, de ces grandes personnalités, de ces grands personnages historiques de la culture générale, l'accès à la culture française. Canceller. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire sur les réseaux sociaux. C'est que dès que vous avez une visibilité, si vous avez énormément de followers sur les réseaux sociaux, si un jour vous avez le malheur de dire un truc qui ne correspond pas à la pensée unique, ben vous êtes cancellé. D'où l'avantage d'ailleurs, si c'est bien que vous soyez tous là à regarder cette vidéo, même si finalement là en bas il n'y a pas beaucoup de vues, moi ça m'évite de m'exposer. Donc à la limite je suis encore libre de dire ce que je veux sur cette chaîne, et on se partage, on se fait des débats, on fait des commentaires de façon très très libre. Même si malheureusement certains de vos commentaires passent à la trappe. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu des notifications de certains d'entre vous qui ont fait des commentaires, j'ai vu les notifications, mais quand je vais dans mon setting, quand je vais voir les commentaires qui sont en cours d'analyse, etc., ils ont disparu. Ils n'existent pas. Alors peut-être, est-ce que c'est vous qui avez supprimé le message entre-temps et que l'algorithme a oublié de supprimer aussi dans la notification, je ne sais pas. Mais néanmoins, si vous me laissez un commentaire ou une question et puis je ne réponds pas, un truc comme ça, c'est peut-être parce que malheureusement, votre commentaire est passé à la trappe. C'est-à-dire qu'en ce moment, les algorithmes, ça pète un petit peu les plombs. Moi, sur Facebook, Facebook vient de me striker un post, sauf qu'il est incapable de me donner le post qui m'a striké. C'est-à-dire qu'il me dit, vous a straqué, seul vous verrez ce post. Oui, mais lequel? J'ai regardé, c'était un truc récent, j'ai vérifié, tout est là, il n'y avait rien qui a été supprimé. Donc c'est peut-être un truc qu'ils ont découvert, que j'ai posté il y a 10 ou 15 ans. Ça m'est arrivé, ils m'ont supprimé un post, c'était un dessin, c'était une caricature, ils m'ont supprimé, c'est une caricature que j'ai postée en 2013. Il n'y a qu'au mois de janvier qu'ils me l'ont supprimé. Vous imaginez? Donc ça, c'est très clairement un post sur lequel quelqu'un est tombé dessus par hasard et l'a dénoncé, et l'a déclaré à Facebook. Donc l'avantage de cette chaîne, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de vues, elle n'a pas beaucoup de followers, donc finalement on est un petit comité restreint, et finalement vous profitez de pouvoir échanger, de pouvoir prendre des informations comme bon nous semble. Par contre, n'hésitez pas à partager. Ça fait toujours plaisir. Que puis-je rajouter de plus pour cette vidéo, parce que ça fait déjà une longue vidéo, encore une fois de plus, mais c'est toujours très intéressant de dire des choses, et de vous donner des informations qui parfois c'est un peu saute-mouton, hein. Je saute d'un sujet à un autre, etc., et j'essaie de revenir au sujet d'origine. C'est tout un art et tout un style. Des fois je me perds, d'autres fois ça va, j'arrive à revenir sur le point central. Donc tout ça pour dire que même le cinéma aujourd'hui, je terminerai là-dessus, moi j'en suis réduit aujourd'hui à acheter des films, certains films qui à mon avis demain vont passer à la trappe du woke, de la cancel culture.
Et pour vous donner juste un exemple, puisque comme vous pouvez le constater, voilà, je porte un t-shirt Mandalorian. Mandalorian aussi est un produit Disney, on va dire assez familial, hein, parce que bon, les histoires sont assez je dirais pas naïve, mais c'est surtout une série qui joue énormément sur la nostalgie de la trilogie classique, avec beaucoup d'éléments de personnages, etc. Donc ça fait plaisir, c'est divertissant, c'est sympa à regarder, même si c'est pas exceptionnel. Manque de bol, vous avez appris, j'ai fait une vidéo là-dessus, il y a une des actrices qui a fait un tweet malheureux, on va dire, et qui s'est fait canceller. Et ben, il faut savoir que Amazon, je crois que le producteur, vous savez, des fameuses petites figurines, hein, les figurines, alors il y en a deux maintenant, les origines qui sont 3 pouces 75 et maintenant les 6 pouces. 6 pouces, c'est ce qu'ils appellent les Black Series, c'est Disney qui a lancé ça, qui espère remplacer le Black Series les Black Series pour remplacer les originales, c'est-à-dire celles qui existent depuis maintenant plus de 30 ans sur les Star Wars. Le distributeur a décidé d'arrêter de fabriquer la figurine de l'actrice, du personnage que joue l'actrice. Et aujourd'hui, sur Amazon ou même sur eBay, vous allez vous rendre compte que ce personnage, aujourd'hui, le prix de la figurine est en train de s'envoler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une figurine qui, à l'origine, c'est la 3,75, c'était moins de 10 $, la 8 pouces, la 6 pouces était aux alentours de 20 $. Là, on atteint déjà 40 à 50 $ pour la 6 pouces et presque 30 $ pour la 3 pouces 75. Business, raréfaction. Donc on crée la raréfaction, donc ça fait du bénéfice. Donc pour vous dire que même malheureusement, ça peut aller très très loin, puisque si jamais une marque ou un produit, une personnalité, un acteur, un auteur, ou on a même eu, avec Tex, sa fameuse histoire qui a été considérée comme étant une histoire drôle, très mal placée, très déplacée, etc. Qu'est-ce que par Tex on est en train de canceller en France? Là, c'est la gouaille. C'est le franchouillard, c'est le populaire. Donc c'est bien la volonté aujourd'hui d'un milieu culturel très pro-woke qui est en train d'être à la manœuvre pour canceller notre côté très franchouillard, très moqueur, critique parfois, avec humour. C'est canceller quoi? C'est canceller les conversations des bistrots. Parce que dans les bistrots, il y a toujours des gens, il y en a qui le disent, dans les bistrots, les bons vieux bistrots, vous trouvez toujours des gens. Vous trouvez toujours des gens qui ont des idées parfois très approximatives, des idées de gauche ou des idées d'extrême droite, etc. Mais c'est ce qui fait la richesse justement des bistrots, c'est qu'on entend tout ce qui se pense, à tort ou à raison, argumenté ou débile, mais c'est ce qui constitue la culture et l'enrichissement de la culture. C'est de prendre aussi bien ce qui est bon et pas bon, et puis de faire la part des choses. Si demain vous supprimez tous ces gens des bistrots qui pensent parce qu'ils sont peut-être d'extrême droite, ou qui sont souverainistes, ou qui ont des idées populistes, ou qui ont des idées d'extrême gauche, etc. Mais qu'est-ce qui va rester dans les bars alors? Il va rester des gens qui pensent tous la même chose, et au final, on s'emmerde. Parce qu'au bout d'un moment, vu qu'ils pensent tous la même chose, ils n'ont plus rien à se dire. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus de critique. Il n'y a plus de gouaille. Je vais terminer par cette petite histoire que j'ai entendue qui est très sympathique. Et en plus de ça, j'ai rencontré une fois cet acteur, et j'ai même rencontré les deux. J'avais même rencontré les deux. Non, je n'ai pas je ne peux pas vous le montrer là parce que je pense que je n'ai pas la photo dans le coin. Si, ouais, peut-être que je l'ai là. Si, je vais vous la montrer parce que c'est... Excusez, je retire juste mon petit micro. Et je vais vous montrer ce monsieur que j'avais rencontré il y a très longtemps. Voilà, donc vous reconnaissez.
tout mettre là, ça va faire la mise au point. Donc voilà, j'avais rencontré ce monsieur-là, j'ai discuté avec lui, c'était mon lieu de travail pendant plusieurs années, donc on a tapé un petit peu la discute, etc. Et il était venu donc avec Bruno Solo, donc c'est, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Yvan Le Bolloc. Et il y a une histoire justement que Yvan Le Bolloc raconte de temps en temps, et il m'avait raconté ça, cette histoire-là qui était très amusante. Il m'a dit, mais tu sais, un jour, il est arrivé un truc à Bruno, c'était à l'époque où ils avaient déjà le succès avec Caméra Café, et il était à Paris et il avait une super voiture, une super Audi, je ne sais plus quel modèle, et il s'arrête à un feu rouge. Et tout d'un coup, il y a un mec qui arrive à côté de lui, qui est en mobilette. Il regarde Bruno Solo, il y a Bruno Solo, putain, ouais, c'est moi, machin. Oh putain, vous avez une belle bagnole et tout, hein, putain, c'est du costaud, hein. Puis il a dit, ça doit être du bagnole qui coûte cher, hein, preuve de votre réussite, hein, je suis super content pour vous, etc. Et là, Bruno Solo, évidemment, dit, ouais, bah merci, etc. Et le mec, feu vert, au moment, avant de partir, sur sa mobilette, le mec dit à Solo, et sinon, toujours de gauche. Et ça, cette histoire, c'est Bolloc qui me l'a raconté. Et c'est souvent d'ailleurs, il la raconte dans certaines vidéos sur YouTube, etc. Voilà, en fait, la morale de cette histoire, c'est que malheureusement, les gens de gauche n'arrivent pas à comprendre qu'on ne peut plus se prétendre être de gauche, sociale, solidaire, humaniste, etc. Si à un moment donné, par le succès, vous vous enrichissez et finalement, vous avez plus l'allure d'un capitaliste de droite que d'un idéaliste de gauche. Et c'est voilà un petit peu la morale de l'histoire de Yvan Le Bolloc. Donc tout ça pour dire que malheureusement, qu'est-ce qui fait aujourd'hui l'enrichissement d'une civilisation, l'enrichissement de la culture, c'est les échanges. Et dans ces échanges, aussi bien le bon que le mauvais. Parce que si on fait un cancel de ce que l'on considère être mauvais, on ne reste plus qu'avec le bon. Et entre bons, au bout d'un moment, on se complaît entre gens de bonne moralité, entre gens de bien-pensants. Et puis à un moment donné, je veux dire, l'être humain est ce qu'il est, c'est qu'au bout d'un moment, il y en a certains qui vont commencer à s'emmerder. Et s'ils s'emmerdent, ils vont aller chercher des poux sur d'autres sujets, sur d'autres cancels, chez d'autres personnes. C'est comme ça. Je veux dire, la nature humaine, elle est ainsi faite. Merci à vous pour vos likes, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là évidemment, portez-vous bien.